Donc, merci Emmanuel pour ton invitation. Donc, je suis Stéphane Triard donc, du pôle valorisation chez Alliance Environnement. J'interviens aujourd'hui pour vous présenter notre point de vue et notre expérience sur le choulage de dégoûts pâteuses. Et à l'inverse de nos amis de chez Valterra, nous, on a sur notre secteur beaucoup moins de gisements en boue liquide et ce sont plutôt des boues pâteuses que nous gérons sur notre secteur. Donc, je vais vous présenter mon exposé. Et au sommaire, je reviendrai un petit peu sur les enjeux du choulage des boues au sein d'Alliance Environnement. Je ferai un point rapide du cadre réglementaire parce que ça a été déjà largement évoqué précédemment. Ensuite, je vous présenterai donc les techniques de choulage des boues que nous avons identifiées, étudiées et pour certaines testées. Je vous ferai part de notre comparatif et retour d'expérience ainsi que de nos conclusions. Alors, les enjeux, le cadre réglementaire, rapidement, je ne vais pas m'y étendre, mais simplement souligner que la foire aux questions du ministère a quand même permis de répondre et d'harmoniser les pratiques entre les départements parce que chez nous, on a pu observer quand même des interprétations au niveau des DDT différentes des différents articles de l'arrêté et ça a permis d'harmoniser un petit peu les pratiques. Ça, c'était une bonne chose. Et puis, il y a une mise à jour qui est faite régulièrement et qui permet de répondre à nos questions. Alors, je bascule. Il manque une slide. Ouais. Alors, les enjeux, j'avais passé les enjeux, c'est pas grave. Au niveau donc des techniques de boue, il y a un préalable qui est important, c'est le conditionnement de la chaux. Pour rappel, la manipulation de la chaux vive présente des risques pour l'homme, que ce soit des risques irritants pour les voies respiratoires ou pour la peau, et peut causer des lésions oculaires relativement graves. Donc, c'est pourquoi, en plus des protections, des avis de protection réglementaire. Allô? Oui, excuse-moi 30 secondes. Il semblerait que les gens ne voient pas ta présentation. Ah. Et que donc Jean-Luc Josio aurait mal fermé peut-être le partage écran. Voilà. C'est possible. Moi, je le vois, le mien. C'est tout bon. Ça y est. Voilà. Pardon. Tu peux continuer. D'accord. Donc, je vais, du coup, pour l'ensemble des intervenants, je vais tout de suite aller au cœur du sujet. Et j'ai insisté sur le préalable du chaulage des boues pâteuses, c'est le conditionnement de la chaux. L'utilisation et l'emploi de chaux vive présentent quand même des risques importants. Donc, au-delà des avis de protection utilisés, il est nécessaire d'utiliser un silo à chaud le plus automatisé possible. Donc, nous avons utilisé ce type de silo qu'on voit sur le slide, si vous voyez ma présentation, avec un déchire-sac intégré, donc qui permet d'éviter tout contact direct avec la chaux. Alors, un système de dévoûtage, ça c'est pour éviter tout colmatage. Une pompe doseuse. Compte tenu des quantités et des objectifs d'hygiénisation, il est important d'apporter la quantité de chaux nécessaire donc, pour cette pratique-là. Une vis d'alimentation et bien évidemment une télécommande toujours de manière à avoir une certaine sécurité dans l'emploi de la chaux. Donc, la première technique que nous avons étudiée et testée, qui est issue des cimentiers, donc pour la production de béton. Elle peut sembler rustique, mais il était bon aussi de la tester, de voir s'il y avait un intérêt sur les petits gisements. Donc, il s'agit du godet malaxeur. Donc, c'est un godet qui est muni d'une pale qui va donc être asservi au système hydraulique de l'engin qui va le manipuler et qui va permettre le malaxage. Donc, on charge les boues comme on le ferait avec un godet classique. On se fait livrer donc de la chaux et la quantité de chaux suffisante pour pouvoir faire le mélange et obtenir une boue hygiénisée.
et on pratique le malaxage des deux produits, des boues et de la chaux. La vidange se fait par un vérin d'ouverture, on le voit sur la photo centrale du slide, et d'une trappe qui est sous le godet. Et le godet donc, peut être associé à un télescopique ou une chargeuse. Donc, je reviendrai sur ces techniques pour vous parler de la comparaison de ces techniques et de ce qu'on en pense, les avantages et les inconvénients. Seconde solution et technique de chauffage que nous avons étudiée, ce sont les mélangeuses industrielles. Donc, c'est du matériel qui est initialement utilisé sur nos plateformes de compostage et que l'on emploie pour mélanger des boues pâteuses avec un structurant carboné, que sont les déchets verts. Généralement, ce type de matériel reçoit un ratio volumique, un volume de boue pour 3 volumes de déchets verts, donc un mélange assez aéré. Le mélange se fait par une vis, un double arbre horizontal, donc j'ai identifié là sur le slide. Ce type de machine a des volumes utiles qui, pour ce qui nous concerne, autour de 20 mètres cubes. On peut les trouver en poste fixe, c'est ceux que nous utilisons et sur laquelle nous avons utilisé pour faire le test, qui est en photo sur le slide, mais qui peut être également sur châssis et être mobile. Et la vidange du mélange se fait par tapis à chaîne. Voilà. Alors, pour ceux qui ont participé à la journée technique du RISPO en février 2019, Emmanuel, ils ont pu l'observer sur notre installation, puisqu'il s'agit de notre mélangeuse industrielle qui est basée au Salut-Gardon. Troisième technique, donc une technique voilà, spécifique au malaxage des boues, ce sont les bennes à malaxage. Donc, il s'agit d'une technologie dérivée des outils de choulage que l'on peut retrouver en station d'épuration, que l'on peut retrouver en poste fixe ou sur berce. Donc là, on voit le schéma de l'installation qui est sur berce et donc qui peut être déplaçable par un pyrole. Donc sur le schéma du milieu, vous pouvez observer donc la trémie à boue en 1 qui permet d'alimenter l'installation, généralement de volume utile de 10 mètres cubes. Une trémie à chaud, donc en 2, avec son silo, avec son big bag de réserve en dessus. L'injection en 3 de la lait de chaux, enfin de la chaux, pardon, se fait par moto réducteur, donc entre les 2 trémies. Et le malaxage qui est réalisé via la vis d'évacuation qui est identifiée en numéro 4 sur mon slide. Donc cette technique, nous l'avons étudiée, mais nous n'avons pas pu en fait la tester, faute de disponibilité de matériel auprès des constructeurs, puisqu'ils n'avaient pas ce type de machine en stock. Mais on l'a étudié, on a quand même regardé un petit peu l'intérêt de cette solution. Alors, le comparatif des 3 technologies de chaulage. Donc, 3 techniques de mélange différentes. APAL pour le godet malaxeur, double arbre horizontal pour la mélangeuse industrielle et vis de mélange verticale pour la benne de malaxage. Des modes de transport différents, autoporté, tracté ou sur berce pour la benne de mélange en pyrole. Des motorisations différentes aussi, hydraulique, forcément, c'est asservi à l'outil qui manipule le godet. Prise de force ou automotrice pour la mélangeuse et automotrice pour la benne de mélange. Des volumes utiles qui sont très variables, forcément très bas pour le godet, de 1 mètre cube, on peut monter jusqu'à 1 mètre cube et demi, 20 à 30 mètres cubes pour la mélangeuse industrielle et de 8 à 15 pour les bennes de mélange. L'alimentation en chaud, il se fait par silo externe pour le godet malaxeur et la mélangeuse industrielle. Par contre, l'avantage de la benne de malaxage, c'est que la trémie est intégrée, comme on l'a vu sur le slide d'avant. Les rendements différents, 4 tonneurs qui est très bas jusqu'à 15 tonneurs pour la benne de malaxage.
Donc, ça reste quand même des débits somme toute faibles. Et donc, notre retour d'expérience, donc le postulat, on l'a fait sur des boues qui avaient une siccité de 14% de matière sèche. Nous avons employé de la chaux vive et l'objectif d'hygiénisation a été d'obtenir le pH de 12 pendant 10 jours. Donc, concernant le godet malaxeur associé au silo, les avantages, c'est effectivement une facilité de mise en œuvre avec un investissement qui est relativement faible, en tout cas autour de 30 000 € pour l'ensemble. L'inconvénient, c'est qu'on a observé un temps de mélange important pour essayer d'avoir quelque chose de correct, en tout cas d'avoir le pH de 12. Qui reste un mélange qui reste néanmoins hétérogène. Et il a fallu utiliser beaucoup de chaux. On était à 38% sur la matière sèche pour pouvoir obtenir le pH de 12 pendant 10 jours. C'est quand même important. Et un point aussi à évoquer, c'est que le fait d'avoir un temps de mélange important avec les pales qu'on faisait tourner d'un côté et de l'autre, c'est que les boues étaient légèrement déstructurées. Ça a eu un phénomène de déstructuration de la boue, alors que normalement un chaulage permet de maintenir en tas, on ajoute du minéral et donc on favorise la mise en tas, enfin, la structuration de la boue. Là, on avait quelque chose de déstructuré, donc des boues qui tenaient difficilement en tas. Pour la mélangeuse industrielle associée au silo, on a pour le coup un mélange homogène avec un taux de chaulage à 32% sur la matière sèche, pour obtenir les objectifs d'hygiénisation. Par contre, on n'a pas pu remplir la mélangeuse selon la capacité nominale de celle-ci. C'est-à-dire que initialement utilisée pour composter des boues, c'est-à-dire pour préparer un mélange avec des boues et des déchets verts, où on obtient plutôt un mélange aéré. Le fait de remplir ce type de mélangeuse avec de la boue et de la chaux a eu pour conséquence de faire forcer les arbres de mélange. Donc, il y a un point important, la boue colle. Alors, c'était spécifique peut-être aussi à la boue que nous avons utilisée, une boue pâteuse à 14%. Si nous avions eu une boue avec une siccité peut-être un peu plus importante, on n'aurait pas eu ce phénomène-là. Mais donc, pour aboutir à un test positif, on a dû remplir aux 2/3 la mélangeuse industrielle afin d'avoir un produit à la hauteur de nos attentes. Je noterai quand même le fort dégagement d'ammoniac. Donc, on a le stripping de l'ammoniac. Alors, sur des quantités plus importantes, du coup, on a ce phénomène important qui a été noté. Il a été noté sur les autres tests également, sur notamment le mélange au godet. Bon, voilà, il faut le prendre en compte. Et le temps d'extraction. Alors, la boue étant voilà, plastique, assez collante, la trémie d'évacuation a fait que le temps d'extraction était relativement long également. Donc, voilà, c'est des opérations qui demandent du temps. Pour ce qui concerne donc de la benne de malaxage, alors, même si nous n'avons pas fait de test par rapport à cette technologie, je voulais vous la présenter parce que bon, voilà, elle existe et puis c'est une technologie vraiment qui a été étudiée et spécifique par rapport au chaulage des boues. C'est une technologie qui reprend un petit peu ce qu'on peut voir sur les stations d'épuration, donc il n'y a pas lieu de remettre en question la qualité du ménage. Les constructeurs voilà, présentent des résultats avec des taux de chaulage à 30% qui sont satisfaisants. Il faut quand même convenir que c'est une solution compacte. Ça, c'est le point positif si on veut réaliser du chaulage debout sur des sites externalisés. L'investissement est lourd, un inconvénient, plus de 100 000 €. Voilà. Et on a noté une capacité de trémie qui était relativement faible au niveau de la chaux, 1 mètre cube. Quand on sait quand même que l'on utilise des taux de chaulage importants pour pouvoir obtenir une hygiénisation suffisante, et on consomme quand même pas mal de chaux. Et donc, on craint voilà, des temps d'alimentation de ces trémies assez régulières, donc aussi consommatrices de temps.
En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que pour les tests que nous avons menés, il y a quand même une complexité de mise en œuvre du chantier de chaulage. Hein. Ça demande de déplacer pas mal de matériel de chaulage, présence d'une chargeuse, stocker de la chaux en bitag, donc un besoin d'une aire dédiée suffisante. Donc c'est quand même assez consommateur d'espace. Quelle que soit la technique, alors elle n'est pas exhaustive, hein, je tiens à le préciser, hein, on a peut-être omis certaines technologies, mais en tout cas pour ce que je viens de vous présenter, on a des rendements qui sont faibles. Et donc du coup, un besoin en main-d'œuvre important pour quelle que soit la technique. Si vous, doit opérer, je dirais, une opération de chaulage debout sur des gisements peu importants, des stockages de 500 à 1000 tonnes debout, et on doit faire une opération, voilà, coup de poing pour chauffer debout. Voilà, il faut prendre en compte que ça va se jouer sur le long cours, et qu'en plus de ça, derrière, il y a des délais de vérification du pH pendant 10 jours et d'analyse qui sont conséquents. Donc attention à la fenêtre d'épandage également. La présence de nuisances olfactives lors du chaulage, hein, je tiens à le souligner. On ne peut pas faire ça n'importe où. S'il y a une certaine sensibilité au niveau d'une station d'épuration, bon, attention, il faut le prendre en compte. Il y a un dégagement d'ammoniac important. Mais comme on peut l'avoir hein, sur une station d'épuration, l'hygiénisation se fait habituellement. Le coût du chaulage, Emmanuel nous avait effectivement demandé de préciser ça, mais c'est pas évident. Pour nous, il est proche du traitement du compostage, mais il est à préciser. Il est à préciser parce que il y a quand même une interrogation, c'est l'obligation d'hygiéniser les boues sur la durée. Les intervenantes tout à l'heure ont précisé, voilà, les questions qu'on peut se poser. Est-ce que voilà, on devra hygiéniser les boues sur la durée, ou est-ce que ça va s'arrêter dans les semaines ou dans les mois à venir? Et donc, on a un amortissement à prendre en compte du matériel qui peut plus ou moins pénaliser l'opération de chaulage ou pas, ou la rendre intéressante. En tout état de cause, les objectifs d'hygiénisation sont atteints, quelle que soit la solution, avec un taux de chaulage plus ou moins important, je l'ai évoqué. Il faut savoir quand même que ça constitue une réponse pour le traitement des boues sur des territoires sans solution alternative. Il en existe. Territoires ruraux, on n'a pas forcément de compostage, ou en tout cas, s'il faut faire du compostage, cela demande de faire un transport sur des très longues distances, donc des coûts importants, où il n'y a pas forcément d'installation de stockage également. Voilà, donc ça du sens aussi de prévoir et de proposer à nos maîtres d'ouvrage du chaulage des boues. Juste pour information, sur, je dirais, à l'échelle d'Alliance Environnement, c'est 30% de notre gisement qui fera appel à cette technologie via l'acceptation de nos maîtres d'ouvrage. Le reste partant sur nos plateformes de compostage qui, pour le coup aussi, les préfets nous ont donné des autorisations d'exception des capacités de traitement. Voilà le ratio un petit peu. Sinon, d'autres maîtres d'ouvrage ont fait le choix de stocker les boues et d'attendre, notamment pour la partie lagune et filtre planté, des jours meilleurs. Voilà. Et enfin, la solution du chaulage de boue, elle permet quand même de pérenniser les plans d'épannage. On a eu et on a des maîtres d'ouvrage qui ont fait ce choix aussi pour ça, parce que il y a un enjeu important de valorisation des boues et ne pas casser la vie des plans d'épannage. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais pas regarder le temps consacré. Et je remercie Emmanuel de nous avoir invités à cette conférence.